court. Ce que je vais donc illustrer ma présentation avec des données qui sont des données de phénotypage au débit. Et donc alors j'ai beaucoup de slides, mais je vais aller très très vite sur les slides. Et je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais si après vous avez des questions ou si vraiment il y a un truc qui n'est pas compréhensible, vous me le dites tout de suite. Euh, alors d'abord, je vais expliquer ce que c'est que le phénotypage au débit. C'est peut-être pas quelque chose qui est connu par tout le monde. En fait, on prend après, je dirais à quoi ça sert. Je vais déjà le définir. On prend une plante qui a donc qui a un génotype. Dans un génotype, ça correspond finalement à son identité génétique, à ce qu'elle contient. On la met dans un environnement et on obtient une plante. Si on voyait bien, si on prend la même plante, la même graine, initialement, on la met dans un autre environnement, il va se passer autre chose. Si on fait des choses au cours du temps, par exemple, si vous voyez, vous avez une plante, elle peut très bien se porter si elle est là-bas. Si vous la changez de place, elle peut mourir, cette plante. Vous êtes tous d'accord avec ça? Donc, ce qu'on va essayer de faire en phénotypage au débit, on va essayer de trouver les plantes, comprendre comment elles se comportent dans des environnements. Donc, on va prendre plein de plantes. Alors là, c'est pas, quand je dis plein, c'est plusieurs centaines, plusieurs milliers de variétés de génotypes différents. On va les mettre dans plein d'environnements. Et au lieu de les observer à la fin, de regarder ce qu'elles produisent, on va les regarder avec des fréquences d'acquisition, des fréquences d'observation qui peuvent être de quelques minutes. Donc pour les plantes, c'est quelque chose qui est très rapide. Donc quand on combine comme ça quelque chose, on passe au haut débit parce que si on combine beaucoup de variétés, beaucoup d'environnements, par exemple des environnements stressés en eau, etc., ou stressés de façon salin, ou des choses comme ça. Quand on combine tout ça, c'est un problème combinatoire et c'est explosif. Donc on arrive sur des très très gros volumes et des choses très difficiles à manipuler. Alors pourquoi on fait ça? Alors la première chose, alors je vais peut-être le dire rapidement, ça fait un peu sauver le monde, mais c'est un peu ça, quoi. La première chose qui est importante, c'est tout ce qui est sécurité alimentaire, comment les gens vont manger. Donc on s'intéresse au riz, on s'intéresse au maïs, on s'intéresse au blé, ces plantes-là. Et ces plantes-là, vous voyez bien, si on n'en produit pas suffisamment, on aura des gros problèmes. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les rendements, alors globalement, ils stagnent, voire dans certains cas, ils baissent, les rendements agricoles. Et surtout, le problème, c'est pas qu'ils sont instables. Et l'instabilité des rendements agricoles, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui peut être engendrer des gros problèmes. On a des questions comme l'adaptation au changement climatique et trouver les bonnes plantes pour demain. Une meilleure utilisation des ressources naturelles, des choses qui soient durables, un développement durable, de l'équité, des rapports avec aussi l'agriculture et la santé des agriculteurs, la santé des consommateurs. On peut poser plein de questions comme ça qui sont des questions de société importantes, et c'est là où il y a les enjeux derrière ces données. Et aussi, de façon dit rapidement aussi, on peut dire c'est tout ce qui est lien entre le génotype et le phénotype. Donc le phénotype, c'est la réalisation de l'expression de caractères génétiques dans des environnements et l'expression d'une interaction entre les deux. Et ça, si on comprend mieux ces interactions-là, pour la médecine, pour la biologie, pour toutes les sciences de la vie, on pourrait faire un progrès énorme. Voilà, je vous ai donné à peu près l'enjeu autour. Et en gros, pourquoi on a un challenge autour des données? Parce qu'on prenait ces données dans des environnements extrêmement différents, qui peuvent être des plateformes au mix, qui peuvent être des plateformes de phénotypage au débit, ici, qui sont des plateformes en serre, des plateformes qui sont aussi en champ, et puis éventuellement, on est en train de développer le phénotypage au débit en ferme, c'est-à-dire en l'utilisation de drones et de capteurs massifs, et de récupérer des informations de centaines de milliers de fermes, par exemple, pour avoir... je ne fais pas ce que je veux. Voilà, et donc ce travail-là, je le réalise dans le cadre d'un projet qui s'appelle Phénome, qui est une infrastructure de phénotypage au débit français, qui est un programme d'investissement d'avenir, et puis également dans une infrastructure de recherche européenne qui s'appelle ELPHASIS, qui est l'infrastructure pour le phénotypage au débit. Et donc, ça concerne à peu près une cinquantaine, voire un peu plus, de grosses plateformes à l'échelle européenne, et on est sur plusieurs pétas de données, qui sont des données qui sont extrêmement complexes, et je vais vous définir la complexité et comment on va les publier, les partager dans cette plateforme. Moi, je suis responsable donc du Work Package de partage des données au sein de cette infrastructure européenne.
Et je vais maintenant vous décrire un petit peu ce qu'on recueille comme données, comment on les organise et répondre à certaines questions. Donc en fait, première chose, ben, on a des plantes, on va les observer. Ben, vous voyez, on peut observer sur ces plantes des organes de plantes, qui peuvent être des fruits, qui peuvent être des feuilles. On peut observer les racines. On peut observer à l'échelle de la plante donc un certain nombre de choses, aller jusqu'au tissu, et jusqu'au gène, bien sûr. Ensuite, ce qui était différent, c'est qu'on va remonter, et on a différentes échelles encore à l'échelle de la population. Ensuite, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'observer les interactions à ces différentes échelles. Donc, il faut caractériser les interactions qui vont du gène euh, au paysage. Je vais utiliser le mot paysage, ou territoire, etc. On a des interactions avec l'environnement, des micro-organismes dans le sol, évidemment les ressources en eau, etc. Donc ça pose beaucoup de questions à de nombreuses échelles. Évidemment, on ne s'intéresse pas qu'à une seule espèce et éventuellement aux interactions entre deux espèces si vous faites de l'agroécologie. Donc c'est ce qu'on est en train de développer. Et donc on a besoin, par exemple, de savoir observer différentes espèces végétales à différentes échelles. Et aussi, on a besoin d'observer différents dans le temps, éventuellement jusqu'au process de transformation. Et ça, on le fait dans différents contextes, donc dans des plateformes qu'on appelle des plateformes omics, où on va, par exemple, caractériser les tissus, faire de l'analyse de métabolomes, ou des choses comme ça. Les plateformes de haut débit comme ça permettent d'observer les plantes. Alors ça bouge, ça, et les plantes sont observées plusieurs fois dans la même journée, et éventuellement, pas éventuellement, sûrement. On prend des photos de ces plantes, on en prend 13 par jour, pour faire une construction 3D, pour avoir une idée de l'architecture. C'est-à-dire entre une plante qui est très ouverte et une plante qui est très fermée, par rapport quand elle est stressée, c'est des informations qui sont extrêmement pertinentes pour faire des choix après de sélection, par exemple. Ici, on a des parcelles qu'on observe avec des robots, etc. Donc on a plein de contextes d'observation, beaucoup de diversité dans nos données, et des gros volumes de données qui doivent être connectés. Alors ici, j'ai fait volontairement un truc un petit peu c'est un peu, c'est pas très organisé, on va dire. C'est pour vous montrer en fait que si on a des données qui vont du gène jusqu'au paysage, qu'on utilise des données d'images satellites, qu'on utilise des données de la génomique, qu'on utilise des informations sur la transformation, sur l'environnement, etc. Si on veut combiner tout ça, on a affaire à une nébuleuse, c'est un petit peu compliqué, et il va falloir une grande question, c'est ça va être, si on va répondre à des questions, il va falloir être en mesure d'intégrer ces données. Donc la première chose, il faut qu'on soit en mesure d'intégrer des données qui sont très hétérogènes, de sources multiples, etc. Et dit autrement, en fait, ce qui pourrait, des données qui sont isolées, elles n'ont aucune valeur. Et le cauchemar, le pire qui puisse arriver à une donnée, finalement, c'est d'être toute seule. Parce que les données ont de la valeur que si elles sont groupées et assemblées. Et plus vous êtes en capacité de les grouper et de les assembler, plus vous donnez de la valeur aux données. Et donc c'est extrêmement important de structurer cet ensemble de données, qui est complexe, à différents niveaux, qu'on obtient avec différents moyens, qui sont des drones, qui sont des satellites, qui sont des machines de la génomique, etc., des séquenceurs. Et c'est ça qui est difficile. Et plus on sera en capacité de les grouper, plus on en fera quelque chose. Et plus on va répondre à ces défis que j'ai présentés tout à l'heure, de savoir est-ce que telle plante, si elle a été conduite de cette façon-là, elle impacte la santé ou pas, etc. Alors, il faut structurer les données, parce que si on n'a pas d'informations, si on ne sait pas se déplacer dans cette nébuleuse, on n'arrivera à rien à en faire. Et donc, il faut trouver des méthodes et des outils, des techniques qui vont permettre de partager ces données. Et donc, nous, on a travaillé sur un outil qui s'appelle FIST, qui permet cette structuration, qui est fait pour gérer des données expérimentales, qui sont multi-échelles, etc. Et ça, on l'a développé dans le cadre du phénotypage au débit. Mais ça peut être utilisé en agroécologie, ça peut être utilisé dans plein de domaines. L'idée, c'est d'abord d'être capable de gérer des données. Donc l'objectif, c'est de gérer des données qui sont en gros volume, qui sont complexes, qui sont hétérogènes, et d'aller sur des volumes qui sont éventuellement de ne pas être contraints, de passer à l'échelle et d'être capable de gérer des pétaoctets de données et non pas quelques dizaines de téras ou je ne sais pas quoi. D'accord ? C'est pas être sensible, donc pardon, je vais aller un petit peu vite, d'en faire des données FAIR, donc des données qu'on peut trouver, auxquelles on peut accéder, qui sont interopérables et qui sont réutilisables, d'en faire aussi, de permettre de développer l'open data
et partager ces données, parce que ces données, comme je le disais tout à l'heure, elles auront de la valeur que si elles sont partagées. Aussi d'être capable, c'est pas le tout de partager des données, il faut aussi être capable que les gens comprennent comment elles ont été produites, comment elles ont été transformées. À partir d'une donnée, par exemple, qui est prise par un drone, si on en tire des informations, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que fait, quel est le processus pour extraire de l'information. Si on a groupé des données, on a extrait quelque chose, il faut aussi qu'on comprenne. Donc c'est faire ce qu'on appelle de la provenance des données et donner ces informations de provenance pour que des personnes puissent reproduire ou minima comprendre ce qui s'est passé. C'est aussi la capacité à appliquer des plans de gestion de données. C'est extrêmement important que dans les projets, dans les consortiums, etc., on a besoin d'outils qui soient capables d'appliquer des plans de gestion de données. Donc le Data Management Plan, j'ai voilà, alors quelle approche on a? On a finalement dit qu'il y a quelque chose qui est commun à tout le monde, à toutes les plateformes avec lesquelles on travaille, c'est ces plateformes finalement manipulent des objets scientifiques. Ces objets scientifiques, c'est une plante, c'est une parcelle, c'est un fruit, c'est des racines, c'est plein de choses. Manipulent aussi de l'instrumentation, c'est des capteurs, c'est des drones, c'est des robots qui vont dedans, là ce qu'on appelle des phénomobiles, c'est éventuellement des informations qui proviennent de sentinelles, etc. Manipulent beaucoup de choses. Et ce qui est important, ça va être d'identifier toutes ces choses-là avec un système de nommage qui est non ambigu et qui est partageable et qui est standardisé. Donc on utilise des URI pour faire ça. Après, c'est important, c'est de structurer cette information, de lui donner une sémantique et que les gens la comprennent et puissent la manipuler. Donc on a développé des ontologies un petit peu spécifiques qui formalisent les informations d'une plateforme et après on les aligne sur des vocabulaires qui sont partagés au niveau international. Et on diffuse d'ailleurs nos vocabulaires au niveau international pour que des gens puissent les réutiliser et se les approprier. Après, on fait des web services, des choses comme ça, avec les vocabulaires qui vont bien pour que ça parte. Il faut que j'accélère un peu. 10 minutes oui, bon, j'en accorde. Je suis là. Voilà, donc ici vous avez un exemple, c'est de la vigne, mais on met des URI partout. Alors, un peu presque maladif, en fait, on va identifier tout. Donc la moindre feuille, elle va être identifiée, le pot va être identifié, le support du pot va être identifié, etc. Parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas être capable de reproduire rien du tout, de décrire et de partager. Et si ma plante, je l'appelle plante 25, eh ben, peut-être des Chinois, ils ont une plante 25. D'accord ? C'est important, c'est d'avoir des systèmes d'identification qui soient internationaux, qui supportent le partage. Si vous n'avez pas ça, c'est comme si tous les villages s'appelaient de la même façon. Et on est sur une route, on voit des panneaux et on ne pourrait pas se diriger. Donc on a besoin de ça dans un système d'information qui est partagé et qui produit des données qui sont réutilisables. Ensuite, pourquoi faire prendre des ontologies? Parce que si mettre des métadonnées, si vous n'avez rien, bah, vous vous trouvez comme ça. Et qu'est-ce que je manipule? Qu'est-ce que je peux assembler? Qu'est-ce que je peux faire ça? Valeur zéro. C'est-à-dire chacun son petit jeu de données dans son coin. Ça vaut zéro. Les données ont de la valeur si elles sont partagées, si on est en capacité de les combiner, de les compléter avec d'autres. Plus on fait ça, plus on donne de la valeur. C'est un peu le message principal de mon intervention. Et donc, si vous mettez de la sémantique, ça commence à prendre un peu quelque chose. Ici, on a... alors, c'est une parcelle. Cette parcelle, parce que je dis que ça, c'est Mogyo 5, c'est une parcelle qui se trouve à Mogyo. Je mets un dièse devant parce que c'est pour éviter d'avoir des noms à rallonge. La parcelle qui est à Mogyo, je l'aligne sur un vocabulaire de la FAO qui dit qu'une parcelle telle que nous on l'utilise à Mogyo, c'est une sorte de terre cultivée telle que c'est défini par Agrovoc, etc. Et puis que la parcelle qui est à l'intérieur, ça contient du maïs, etc. Je vais structurer mes informations et en plus je donne des liens. Je type les objets que je manipule et en plus je dis comment ils interagissent les uns avec les autres avec un vocabulaire contrôlé. C'est ça qui va me permettre de faire les assemblages et c'est ça qui va me permettre aussi de faire des raisonnements dessus et notre capacité de créer des nouveaux jeux de données ou de les exploiter, de les combiner avec les différentes échelles dans le temps et dans l'espace. Alors, on utilise deux familles d'ontologies. Des ontologies qui s'appellent des ontologies de référence, qui sont plutôt de la structuration verticale,
Pour donner un exemple de structuration verticale, un être vivant, un être humain, un homme, une femme, sont des spécialisations de concepts où on décrit des parties qui composent un élément. Donc ça, c'est de la structuration verticale, mais cette structuration verticale, elle est complètement insuffisante. Il faut aussi de la structuration horizontale pour faire communiquer les concepts. C'est-à-dire, par exemple, une plante, elle se trouve dans une parcelle. Il y a la plante et la parcelle. La parcelle, c'est après quelque chose d'autre qui se trouve dans une exploitation, etc. D'accord? Il faut une structuration euh, horizontale qui est souvent la structuration de relations entre objets et qui doit être aussi de la structuration dans le temps. Ça se fait avant ça. Ou ça se fait après ça, ou on combine les choses. Voilà, cette structuration est importante. Donc on a conçu notre outil avec des couches pour avoir, bon ça c'est de l'informatique, mais disons que on a du web sémantique, donc pour manipuler ces ontologies et raisonner dessus. Et après répondre à un certain nombre de se comporter avec la couche du dessus, qu'est-ce qu'on exporte vers l'extérieur, qu'on standardise, et du coup ça permet à des gens de réutiliser les données, et surtout ne permet pas aux gens d'accéder aux données directement. Ça c'est les technologies, c'est pas super intéressant. Bah, ça dépend pour qui, mais c'est les choix, ça peut changer. Ce qui est important, c'est les couches, plus que les technos qu'on a. Les technos qu'on a ici, peut-être dans 10 ans, sont toutes différentes. Et ce qu'on a, c'est qu'on a un système de workflow qui permet, en fait, pas éventuellement, qui permet de partager des traitements. C'est-à-dire, on peut échanger des traitements. C'est-à-dire, je travaille avec les Allemands, ils ont fait un super truc pour traiter des images. Ben, ils peuvent me l'envoyer et moi, je peux le faire tourner dans ma plateforme. Et quand on va partager les données, souvent on est dans un modèle où on partage les données, on envoie les données. Mais vu la taille des données, il est souvent plus intéressant de transporter un traitement plutôt que de transporter des gros jeux de données. D'accord? On change de modèle parce que c'est à un moment, si je veux traiter des centaines de terras de données, ben, vaut mieux envoyer un petit traitement qui fait quelques mégas, et plutôt que de faire l'inverse. Voilà, vous voyez le changement d'idée? Jusqu'à présent, on pensait toujours, je récupère les données et je les traite chez moi, je fais ma petite salade. Bah, plutôt, vous préparez votre petite salade et vous l'envoyez là-bas sur les données. On rend aussi beaucoup plus facile tout ce qui est cloud computing, donc avec des protocoles qu'on utilise, iRods, on utilise aussi maintenant OneData, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. C'est au niveau à l'échelle européenne, c'est ce qui est développé dans les infrastructures de stockage, dans les grilles européennes. On a d'autres protocoles que iRods. Donc on travaille avec France Grilles donc pour la France et EGI pour l'Europe. Puis on a aussi des choses dans le data center de l'INRA. Mais surtout, on permet aux gens d'oublier un petit peu ces aspects-là et de faire abstraction de toutes les méthodes de cloud computing. Et là, je vais montrer un exemple de résultats qu'on a pu obtenir grâce à notre outil. En fait, on a pu grouper plusieurs. Alors, chaque expérimentation de phénotypage de débit, c'est plusieurs dizaines de terras. Et nous, ce qu'on a pu faire, c'est regrouper des résultats de plateformes en serre avec des plateformes en champ. Et jusqu'à présent, ce qui se disait beaucoup dans les plans de science, c'était que la serre et le champ n'avaient pas grand-chose à voir. On pouvait faire des choses en serre et que ça ne ressemblait pas énormément. Et ce qu'on montre quand on a beaucoup de données, quand on fait beaucoup d'expérimentations, on obtient des nouveaux résultats, on découvre des nouvelles choses dans les données parce qu'on est capable de les assembler et on montre en fait que finalement c'est la lumière interceptée qui est quand même énormément impactante sur le passage champ-serre. En fait, et ce qu'on va permettre, c'est d'avoir une meilleure extrapolation de ce qui est fait en serre vers le champ, puisque la serre permet de tester beaucoup plus de scénarios environnementaux. Voilà, après, alors j'ai mis quelques captures d'écran parce que j'avais pas le temps de faire une démo dans le temps, mais ici, donc on manipule toutes les données et toute la connexion autour. Par exemple, ici, on a des informations sur une plante, etc. Donc, c'est dans mes slides. C'est ici, c'est des informations sur les capteurs où on peut retrouver même la doc du fabricant, etc., qui est partagée et vous permettez aux gens. Après, ici, on a de la provenance, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur les points, vous pouvez voir les images qui ont permis de produire la valeur. Et donc, on a ce lien.
Ici, on a de la manipulation avec, on voit les parcelles, on voit les différentes plantes, on fait des associations entre ce qui se passe en serre et en champ. Ici, c'est des annotations, parce que je ne sais pas si vous voyez, là, il y a la plante qui est tombée, on est capable de dire, bah, l'image qui est là, elle est pourrie, parce qu'on ne voit rien dessus, parce que la plante, elle est là. Et ça, on est capable de le dire, et du coup, d'invalider cette donnée. Mais on invalide les données, on les annote comme pas bonnes, mais on les garde quand même, parce que quelquefois, on arrive à faire des choses. Par exemple, souvent, sur la photo, on a quelqu'un. Et c'est évidemment, le fait qu'il y ait une personne sur la photo va fausser évidemment les calculs, mais on peut imaginer qu'après on ait des procédures de nettoyage en quelques années, récupérer cette donnée-là parce qu'on sait la traiter. Ça, c'est du champ. On peut repérer des informations directement sur la carte et les produire pour des gens. Alors, tout ça, c'est accessible pour plein de gens. Et on a des données, alors on a des données qui sont open. Et si vous vous connectez, tout le monde ici peut se connecter et utiliser notre système. Il s'appelle, il faut faire www.fis.inra.fr et vous voyez ça. Et il y a des données open et vous pouvez voir les données de drone, les données de machin, etc. Les possibilités de chercher des données, de jouer des analyses de données, de déposer des scriptware ou des workflows Galaxy, de faire ce genre de choses. Ça, c'est tout le résumé. Et je vais passer aux conclusions. Je pense que c'est le temps de conclure. Alors, là, actuellement, on a un déploiement pour le projet donc, Phénome, qui est un projet d'infrastructure nationale, qui est un projet d'investissement d'avenir, qui est l'infrastructure nationale de phénotypage au débit. La même chose à l'échelle européenne sur le projet qui s'appelle Emphasis. Le logiciel est open, donc on est téléchargeable, on peut le modifier, etc. On est en train de travailler sur un VRE, je vais peut-être définir ce que c'est qu'un VRE, c'est Virtual Research Environment, qui permet alors ça c'est dans le cadre d'un projet européen, un autre projet européen, qui nous permet en fait d'aller chercher les données sur les différentes plateformes. Donc vous avez des centaines de plateformes, vous allez récupérer les données, vous identifiez ce qui se fait sur les différentes plateformes, vous êtes en capacité après de les assembler, de les réutiliser et de les analyser. Donc le VRE s'appelle Food Security VRE, qu'on est en train de développer dans le cadre des projets européens, qui s'appelle Aginfra Plus. Non, mais vous pourrez me demander tout ça, hein, j'ai pas tout mis. Donc actuellement, il y a un article qui est disponible, je peux aussi donner les références dans le domaine des plant science. Aujourd'hui, on a des Japonais, des Australiens, tout un tas de pays, des Indiens, etc., qui s'intéressent et qui veulent travailler avec nous sur ce projet-là pour améliorer ce logiciel. Ensuite, ça permet aussi d'avoir un contrôle sur l'organisation, et le fait que ça soit un logiciel libre, ça permet aussi d'avoir le contrôle sur l'organisation de ces données, plutôt qu'il y ait une solution propriétaire où on aura une espèce de boîte noire dans laquelle on met ces données. On a la possibilité, là j'insiste un petit peu dessus, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de partager la façon dont on traite les données. Et ça me semble très intéressant. C'est-à-dire, c'est partager du savoir-faire, c'est partager des choses comme ça. Ça, j'insiste un peu là-dessus. Et puis, là, finalement, on peut s'apercevoir qu'il y a un aspect méthodologique. Évidemment, on a des méthodes, on a développé des outils, des approches, etc., une façon de représenter les données. Je vous ai passé un peu vite les modèles de représentation des données, mais c'est surtout, on est en train de travailler sur la dimension culturelle, sur ce qui se passe dans les équipes, sur la façon dont ils gèrent les données. Et voilà, donc c'est sur ces deux challenges qu'on travaille. Voilà, je vous remercie pour votre attention.